vaincre la faim. Comme nous n'y sommes pas parvenus, nous allons devoir transmettre cette tâche énorme à la génération suivante. Pourquoi? Je me suis souvent posé cette question et j'ai enfin trouvé l'occasion d'y apporter des réponses. Lorsque j'ai décidé d'entreprendre ce long voyage, l'Inde s'est tout naturellement imposée à moi comme la première étape. Un pays devenu riche, mais qui chaque année laisse plus d'1 million de ses enfants mourir de faim. Quand soudain je suis confronté à la surabondance, je reste sans voix. Je ne m'y habituerai jamais. Aux 4 coins de la planète, je fais la même constatation. Les récoltes sont abondantes et j'observe les visages de ceux à qui cette abondance ne profite pas. Bien avant de vous mettre en danger de mort, la faim vous prive de vos forces et de votre dignité. Pourtant, nous produisons bien assez. Les traces de ce succès sont visibles partout. On doit bien pouvoir trouver un moyen d'en faire profiter tout le monde. Au nord de New Delhi, dans l'état d'Haryana, se trouve la plaque tournante de la production de riz, l'image même de la surabondance. Mais la croissance marque le pas. Pendant des décennies, on a toujours cultivé plus, utilisé des engrais, des pesticides. De nouvelles variétés sont apparues. Mais on atteint des limites alors que la population, elle, ne cesse de croître. Les agriculteurs s'en réjouissent. Ce sont eux qui profitent de la hausse des prix lorsque la faim menace. Ce n'est pas ainsi que j'avais imaginé ma journée. Je cherche des signes de la crise et au lieu de cela, je ne trouve que des démonstrations de fierté. Le riz est la plus importante source d'alimentation de l'humanité. Les agriculteurs indiens en fournissent plus que leur pays n'en consomme, mais ce succès profite surtout aux autorités. Des agents du gouvernement sont présents à chaque vente aux enchères. Le pouvoir contrôle le marché. L'hydre politique vomit des règles à n'en plus finir. Les sacs de jute, par exemple, doivent obligatoirement provenir du Bengale. C'est une manière pour les personnes influentes là-bas de s'assurer un profit ici. Et on laisse en chemin ceux à qui le système devrait bénéficier. Cet endroit, qui a tout d'un salon de thé, est en fait le bureau d'un agent du gouvernement. C'est auprès de lui que les agriculteurs espèrent obtenir le capital initial nécessaire au prochain semis. Chaque fois que le thème de la faim dans le monde est évoqué dans les médias, ça me met hors de moi. Comment se peut-il que des gens continuent à mourir de faim? Même ici, au cœur du problème, je n'ai toujours pas la moindre esquisse d'une réponse. Avec patience, ces hommes m'expliquent les lois, les traditions, les contraintes et tout ce qui règle leur activité. Je suis complètement dépassé par la complexité de l'exposé. Je repose la même question, celle qui m'a mené jusqu'ici. Il y a tellement de riz ici. Comment se fait-il qu'il y ait encore des gens qui souffrent de la faim en Inde? C'est à cause de la mauvaise gestion du gouvernement. C'est la faute du gouvernement? Oui, c'est la corruption. Ils ont mis tout notre argent indien dans des banques suisses. Vous êtes d'accord avec lui? Absolument. Ce sont tous des crapules, des crocodiles qui pillent le pays et le laissent exsangue. Les récoltes sont opulentes et pourtant, ils sont des millions à ne vivre que des restes. Sur chaque marché en Inde, on trouve des enfants qui récupèrent ce qui peut l'être. Je suis frappé par le soin apporté à leur tenue et par leur allure. Pourquoi ne mangent-ils pas à leur faim?
Darshan Lay m'ouvre les yeux sur au moins un des aspects du scandale. À vrai dire, il est payé pour que personne n'entre ici. Malgré cela, il me conduit dans la partie cachée du marché. On y trouve le surplus des récoltes de ces dernières années. Près de 2000 tonnes de céréales stockées sous des bâches de plastique. Quelqu'un ici avait misé sur une hausse des prix. Il n'est pas le seul à avoir perdu dans l'histoire. Une quantité considérable de nourriture pourrit sous nos yeux. Si Darshan Lay me montre tout cela, ce n'est pas uniquement parce que je lui ai déposé une liasse de roupies dans la main. La façon dont les choses se passent en Inde le met en colère. Du bon grain, entièrement perdu, prisonnier d'opérations spéculatives. Comme je vais être amené à l'apprendre, la faim revêt différents visages. Ici, elle a celui de l'incompétence et de la cupidité. Ce sont des millions de tonnes qui pourrissent à travers la planète. 6 fois la quantité nécessaire pour éradiquer la faim dans le monde. C'est grâce à des gens comme Ben que nous récoltons suffisamment pour chacun. Il a transformé un coin semi-désertique de l'Australie méridionale en grenier du monde entier. Ici, Ben est l'un des plus grands céréaliers. Bien qu'à l'échelle du marché mondial des céréales, il fasse plutôt figure de petit exploitant. Ici, il est question de centaines de milliards de dollars. Le marché est aux mains de 4 groupes. 3 d'entre eux sont dirigés depuis les États-Unis. Ils représentent une puissance mondiale. Les très grands groupes peuvent répartir les risques. Ben, quant à lui, combat seul la nature impitoyable de l'Australie méridionale à coups d'engrais chimiques, de pesticides et de machines lourdes. Son immense moissonneuse-batteuse hors de prix s'est arrêtée. Un caillou s'est pris dans les rouages. Les fermiers des étendues semi-désertiques de l'Australie méridionale travaillent aux frontières du possible. On transforme la pluie en grains. Notre premier objectif est d'utiliser au mieux la moindre goutte de pluie. Les terres que nous exploitons reçoivent des précipitations qui varient entre 300 et 500 mm par an. Alors nous essayons vraiment d'optimiser les précipitations hivernales qui nous sont offertes. L'agriculture high-tech dans cette région semi-désertique a fait de Ben un homme riche. Mais le train de vie de la famille est constamment menacé. Les périodes de sécheresse sont de plus en plus fréquentes. En cas de coup dur, les économies de la famille Wundersitz doivent lui permettre de tenir pendant les années maigres. La gestion de crise au quotidien. Ben a embauché un expert en placement boursier. Tous les jours, ils étudient les tendances du marché à terme des matières premières. Semer, récolter, entreposer, vendre, tout est une question de timing. Et les marges de manœuvre sont très étroites. On voit même de très grandes sociétés se regrouper en méga-groupes qui travaillent à l'échelle planétaire. Leur objectif est de parvenir à répartir les risques. L'agriculture australienne, en revanche, est sur le point d'atteindre ses limites. On n'ira pas beaucoup plus loin. C'est un fait. Il faut essayer de s'adapter à ce scénario.
En fin de compte, notre activité est à deux facettes. Il y a le côté humain, il faut bien nourrir les gens, mais il faut aussi qu'ils puissent payer leur nourriture. Et c'est là que l'aspect économique entre en jeu. L'agrobusiness planétaire écrase désormais aussi les grosses exploitations. La terre, inhabitée, à perte de vue. Ce qui est produit ici est principalement destiné à l'exportation, où cela contribue à rassasier le monde. C'est une bonne chose, mais c'est sans garantie. Il y a 100 ans de cela, de riches cultivateurs de blé vivaient ici. Puis, la grande sécheresse est arrivée. Les prévisions ne cessent d'annoncer que ce phénomène est sur le point de se reproduire. Ce sera alors l'un des gros acteurs de l'alimentation mondiale qui disparaîtra. Pour le moment, les choses vont bon train, à perte de vue. Qu'il s'agisse de la taille de ses véhicules ou de l'énormité de son rendement, tout dans l'entreprise de Ben paraît gigantesque vu d'Europe. Mais Ben ne se considère plus que comme un rouage mineur au milieu des grands groupes. On utilise pour certaines cultures ce qu'ils appellent la technologie Terminator. On est obligé d'acheter de nouvelles graines tous les ans et aussi des produits chimiques. Ce n'est pas une bonne chose. Nous arrivons au terminal de déchargement, lors de l'un des rares moments de calme. En période de récolte, les files de camions géants s'étirent jusqu'à l'horizon. Cette fois-ci, Ben ne destine pas son chargement à l'exportation, mais au stockage dans l'un de ces énormes silos. Lors de leur discussion dans la grange, son expert financier lui a conseillé de miser sur une hausse des cours. On se base sur les cours du jour. Chez Viterra, on peut décider de stocker la marchandise aussi longtemps que ça nous plaît. Évidemment, plus on stocke le grain, plus on paie de loyer. Mais si le cours du jour n'est pas satisfaisant, on peut garder le grain jusqu'à ce que les choses s'arrangent, et alors décider de vendre notre marchandise. Ce sont les agriculteurs qui ont construit les silos et les docks de chargement. Maintenant, les grands groupes rachètent tout. La récolte de Ben s'écoulera sur le marché mondial, là où les fonds d'investissement jonglent avec les milliards. Leurs flux monétaires sont 30 fois plus importants que la valeur de toutes les récoltes réunies. Serait-ce là ce qui fait grimper le cours des céréales? La question fait débat parmi les scientifiques. Quoi qu'il en soit, on joue avec le feu. Rien d'étonnant à cela. Quand la population mondiale progresse 3 fois plus vite que la production de céréales, il faut produire plus, à n'importe quel prix. En 2050, la Terre devra nourrir 3 milliards d'êtres humains supplémentaires. Au demeurant, les exigences augmentent. En Chine, on gère cela comme partout. Ce petit bonhomme voit de vraies vaches pour la première fois. Il doit s'imaginer qu'elles font partie intégrante de cette énorme machinerie et, dans un certain sens, il n'a pas tort. Je savais évidemment depuis longtemps que tout le lait et les steaks produits en quantité énorme ne provenaient pas uniquement de vaches paissant dans des pâturages alpins. Mais je n'avais encore jamais mis les pieds dans une entreprise de cette taille. Il faut d'abord que je retrouve mes esprits. On se croirait presque en Europe. Les normes et les machines sont allemandes, ce qui fait la fierté du chef. Les avancées de la Chine sont telles que son peuple consomme désormais le lait qu'autrefois il ne tolérait pas. Aujourd'hui, la plupart des Chinois ont sur leur table des mets que seuls les riches pouvaient se permettre.
Monsieur Han ne répond à ma question que d'un point de vue technique. Rien de tout cela n'existait en Chine il y a 20 ans. Qu'est-ce qui a changé ? Nous avons beaucoup misé sur la recherche et le développement ces dernières années. Nous avons travaillé avec de grosses entreprises étrangères et nous avons beaucoup appris. Grâce à cela, nous avons fait d'énormes progrès. Nous sommes désormais capables de fabriquer des équipements de traite de très grande qualité. Il s'agit de la plus grosse transhumance de l'histoire. Aujourd'hui, la Chine consomme 2 fois plus de viande que les États-Unis. Et cette tendance ne connaît pas de limite. Tout cela a un coût, pas uniquement pour la Chine et pas uniquement monétaire. C'est l'heure du ravitaillement. Ces montagnes de nourriture suffiront tout juste pour une journée. Efei n'est qu'un des sites du géant Modern Dairy et ce n'est pas le plus important. Il ne compte que 18 000 vaches. À elle seule, elle consomme 400 tonnes de fourrage chaque jour. À l'échelle planétaire, ce sont 3/4 des surfaces cultivables qui sont utilisées pour la production de viande. Où trouverons-nous l'espace pour nourrir encore plus de bétail et plus d'êtres humains? Quelle aberration! Des êtres humains meurent de faim et pendant ce temps, nous engraissons 1,5 milliard de vaches à travers le monde pour répondre à nos envies de viande et de lait. J'ai passé 2 jours avec M. Han et son équipe. Je ne vois pas ce que je pourrais leur reprocher. Ils travaillent proprement et consciencieusement. Ils se conforment aux règlements de l'industrie agroalimentaire et pensent que c'est par là que passe le progrès. C'était aussi mon opinion avant de changer d'avis. Ces dernières années, l'industrie de la viande a connu une progression impressionnante en Chine. Est-ce qu'elle pourra continuer sur cette lancée? Je pense que oui. Le nombre de vaches importées va continuer à croître sur les 3 à 5 prochaines années avant d'atteindre un pic. Nous éliminerons alors les bêtes à faible rendement pour ne garder que celles qui ont des rendements élevés, ce qui nous permettra de conserver le même nombre de têtes. Si nous continuons à manger autant de viande que nous le faisons aujourd'hui, nous courons au désastre. Une chose est sûre, on ne peut pas impunément continuer de nourrir notre bétail de céréales et en même temps interdire à d'autres d'accéder aux plats de viande. Je sais que ça ne changera pas grand-chose, mais j'ai décidé de mon côté de manger moins de viande depuis le tournage. Si quelqu'un doit se priver, alors que tous fassent un effort. L'égoïsme est aussi un des visages de la faim. Sous mes yeux, une partie de l'Afrique est mise à mal. Le directeur général de Socfin, Philippe Tonks, a étudié l'agrobusiness en Rhodésie, au temps des colonies. Et maintenant, il en fait profiter la Sierra Leone. Ici, on crée une immense plantation d'huile de palme pour Socfin, un groupe européen. Au début, je ne sais pas comment gérer la colère et l'indignation de Salamatou. Ils ont détruit cette terre. De quoi allons-nous vivre? La patrie de Salamatou est devenue la proie d'une tendance planétaire. Des sociétés et des États riches louent les meilleures terres dans le tiers-monde. C'est le colonialisme 2.0. Sans soldats, juste avec le pouvoir de l'argent. Salamatou a touché 1000 léones, soit 20 centimes d'euros de location annuelle. That's 20 cents.
D'entrée, le groupe industriel Socfin a posé une somme d'argent considérable sur la table. Certains en ont profité pour se payer un toit en tôle, et c'est comme cela que l'argent a disparu, ce qui était prévisible. L'ambiance à Bassaleh me touche moi aussi. Jamais encore je n'ai ressenti autant de tristesse dans un village africain. Lorsque Salamatou émince finement les feuilles de pommes de terre que nous jetons chez nous, c'est pour les réduire en purée. Elles donneront un peu de goût au riz. Même une pincée de sel, et j'en ai fait l'expérience, est un vrai luxe ici. Au lieu de leur apporter de l'espoir, les investisseurs leur ont tout pris. Les jeunes hommes ne rêvent que de partir pour l'Allemagne avec nous. Je noie le poisson. Je ne trouve pas la force de leur dire tout bonnement que leur rêve n'aboutira pas. Ils sont convaincus que nous pouvons nous servir de nos caméras pour contraindre le groupe industriel à renégocier un meilleur accord. C'est totalement exclu, mais je ne le leur avoue pas, et je n'en suis pas fier. Avant tout, j'ai besoin que Salamatou me confie son histoire. C'est plus difficile maintenant. Quand on avait notre plantation d'huile de palme et notre terrain, on mangeait aussi souvent qu'on le voulait et on gagnait de l'argent. Maintenant, à la fin du mois, on a épuisé tout le riz et il faut encore rembourser les dettes. Hier, mon frère a apporté du manioc, mais on ne l'a pas touché, sinon on n'aurait rien eu à manger ce soir. Nous n'avons toujours rien avalé aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi vous et tant d'autres avez accepté de vendre vos terres pour une poignée de dollars. Et maintenant, elles sont perdues à jamais. Notre famille n'a jamais accepté. Ils ont fait venir les soldats et on a refusé. Ils ont fait venir la police et on a refusé. Puis notre grand chef de tribu est venu et il nous a dit « Je représente le gouvernement et je ferai ce que je veux de votre terre. » Une fois que le chef de tribu a rassemblé toutes les signatures, Philippe Tanks est arrivé avec l'équivalent d'un demi-million de dollars cash. En monnaie locale, cela représentait une montagne de billets. Philippe Tanks ne s'est pas occupé de la répartition. Ce sont les ministres à Freetown qui s'en sont chargés, ainsi que les chefs de clan. Personne ou presque n'a osé s'y opposer. L'oppression est un autre visage de la faim. C'est maintenant que l'opération devient rentable pour ceux qui sont capables de décrocher un travail. Le groupe a investi 120 millions de dollars dans le défrichement de la forêt et la construction de routes et de bâtiments pour la fabrication de l'huile de palme. Une somme inimaginable pour les personnes qui vivent là. Mais l'opération peut-elle être rentable sans exploiter les populations ? Évidemment, c'est une opération rentable. L'huile de palme est la plus aisée à produire, bien plus que l'huile de soja par exemple. Les populations ici ont l'impression que l'homme blanc vient prendre le contrôle d'énormes étendues de terre, qu'il vient s'approprier l'Afrique. Ils vivent cela comme une nouvelle forme de colonialisme. Qu'avez-vous à leur répondre ? En fait, le gouvernement ici est à la recherche d'investissements étrangers. Leur approche est très agressive parce que de nombreux pays africains, et notamment la Sierra Leone, ont besoin de ces investissements pour amener de l'emploi et améliorer les conditions de vie. Comme vous avez pu le voir, nous avons laissé ce que nous appelons une ceinture verte autour des villages. Une ceinture verte ? Mais les villageois possédaient toute cette terre aussi ? C'est exact, mais ils ne la travaillaient pas. Il y avait énormément de terres inutilisées.
Sokfin promet de créer 2000 emplois dans une région où les emplois salariés sont une denrée rare. À force de travail et de volonté, Fatima a obtenu l'un des meilleurs postes. Elle est chargée de superviser une équipe d'ouvriers. À la fin de la journée, c'est son appréciation qui décidera du salaire de chacun. Est-ce que Sokfin et cette énorme plantation ont modifié toute la région et changé la vie des gens? Oui, de manière spectaculaire. Lorsque je suis arrivée ici, il y avait de nombreuses huttes couvertes de paille. Allez voir les villages maintenant. Ils ont l'électricité, des toilettes, tout est en ordre. Certaines personnes ne veulent pas comprendre que Sokfin peut considérablement améliorer leur vie. Fatima a réussi à force de volonté. Lorsque le moment était venu pour ceux au bas de l'échelle de gravir les échelons, elle a saisi sa chance. Mais pour la majorité des gens que je rencontre ici, les choses ne se passent pas de cette manière. Il aurait pu en être autrement. C'est presque par hasard que j'ai été le témoin de cette scène si différente. Le moment est grave, mais on ne ressent pas le même abattement que dans le village de Salamatou. Ici, lorsqu'on conclut un marché, les deux parties sont satisfaites. Tous les ans, Sokfin a besoin de semences pour tapisser de végétation les espaces entre les palmiers et empêcher ainsi la forêt vierge de reprendre ses droits. Sokfin importait ses semences d'Europe jusqu'au jour où l'on s'est rendu compte que les paysans de San Malen pouvaient tout aussi bien les produire et les vendre sur place. Depuis lors, une fois par an, le groupe industriel et les paysans négocient d'égal à égal. Pourquoi ne serait-ce pas le cas plus souvent? Les personnes que je rencontre veulent être impliquées dans le monde qui les entoure. Ils connaissent tout de l'agriculture sur cette terre, qui d'ailleurs leur appartient. Ils méritent d'être considérés comme des associés. C'est vrai, Sokfin investit ici. Le groupe construit des routes, une école, un dispensaire. Lorsque l'épidémie d'Ebola a commencé, il a été d'un très grand secours. Son objectif n'est pas d'exploiter les populations, mais plutôt se vouer au diable que de froisser l'élite corrompue au pouvoir. Je n'y changerai rien, mais nous devons au moins une discussion à ces gens. Nous parvenons à convaincre Philippe Tonks et le chef Roberts de se réunir sur la place centrale de San Malen pour clarifier la situation. Les gens sont déçus et en colère. Vous ne devez pas oublier que les gens ici sont illettrés à 95%. D'abord, il faut les éduquer. Oui, mais tous ces gens qui ont dû abandonner des hectares de terrain, eh bien... Excusez-moi, mais il y a toujours un prix à payer pour le progrès. Ne l'oubliez pas. Il y a toujours un prix à payer pour le progrès. Vous pensez que tout ça va apporter du progrès? Énormément de progrès. Les États-Unis représentent une puissance mondiale aujourd'hui. Il y a 300 ou 400 ans, les gens s'y chauffaient autour d'un feu limité par 3 cailloux. Aujourd'hui, ils utilisent du gaz, de l'électricité. Nous voulons la même vie qu'eux. Le chef a parfaitement raison. Il connaît le problème mieux que vous et moi. Il a connu San Malen avant l'arrivée de Sokfin et il peut mesurer les avancées. Je peux vous assurer que dans 5 ans, San Malen aura entièrement changé. Cela devrait suffire à nous convaincre. L'Afrique pourrait subvenir à ses besoins et même exporter dans le monde entier. Mais cela n'arrivera pas si les Africains continuent d'être dupés. Awabeo ne ressemble pas vraiment à un investisseur financier. Son incroyable véhicule a été financé par un organisme allemand de lutte contre la faim. Grâce à cela, Awa peut mettre en rapport les producteurs de manioc de Ngandorun avec le monde entier.
Les racines de manioc sont la recette africaine pour lutter contre la faim et le deuxième aliment le plus important sur le continent. Une fois moulues, les racines de manioc entrent dans la composition de bouillies, de pain, de chips, de gâteaux, de tout ce qui nécessite l'utilisation de farine. La coopérative de femmes de Awa achète le manioc de toute la région et permet ainsi aux villageois de gagner de l'argent. L'ambiance est incroyable. À 1000 lieues de ce que j'ai vécu, à seulement quelques heures de route de là. Ces gens ont l'air heureux de vous voir. Ils sont heureux parce que je suis là. Ils sont heureux de tout ce que nous avons apporté. Ces femmes sont heureuses. Et du coup, moi aussi. Christiana protège son moteur comme un trésor. C'est ce qu'il est, à vrai dire. Elle a le coup de main pour faire démarrer le moulin à manioc sous les yeux des hommes qui font mine de s'y connaître. Les partenaires allemands ont écouté les femmes et ont établi une norme avec Awa pour peler, nettoyer et moudre les racines de manière efficace. La tâche est lourde. Il faut encore les faire sécher, les torréfier, les râper, mais c'est une affaire qui roule. Elle rêve d'exporter vers l'Union européenne où le marché des farines sans gluten est en plein boom. Grâce au coup de pouce de départ, l'avenir paraît moins sombre à Ngandorun. Et une fois de plus, ce sont les femmes qui font avancer les choses. Au moment du paiement, la situation est un peu plus tendue. Christiana exige plus pour ses sacs que les autres femmes. Sa farine est meilleure, elle est plus sèche. La qualité a un coût, partout dans le monde. Est-ce que ces enfants souffrent de la faim? Pas du tout. Elle travaille dur pour cela. Elle nourrit toute sa famille à elle toute seule. Il faut qu'elle y arrive toute seule. Son mari, 2 fois plus âgé qu'elle, est constamment malade. Malgré cela, elle parvient à assurer l'avenir. Un tiers des 600 000 léones gagnés aujourd'hui sera mis de côté pour les études des enfants. Après la triste expérience sur la plantation de Sokfin, cette journée nous fait du bien. Elle nous donne une autre image de l'Afrique. Le monde aura besoin des deux approches, des milliers de femmes comme Awa et aussi quelques grosses plantations, mais dans des proportions justes. Cela dans un esprit de respect et de justice. Le Sud comme on en rêve. L'Andalousie n'est pas une région dont le nom évoque la faim. Mais elle est pourtant là, dans sa version européenne. Les jours où Rosemary Jiménez peut proposer un bon repas à ses filles sont des jours bénis. Aujourd'hui, c'est nous qui avons apporté le dîner. Je savais que la famille était mal en point. Comme des millions d'Espagnols, Antonio et Rosemary ont vu trop grand. La banque leur a presque imposé le crédit pour leur petite maison. Le salaire d'Antonio allait suffire. Puis, l'économie s'est effondrée, le travail a disparu. Alors soudain, tout est remis en question. Même le prochain repas. La vie a beaucoup changé. Oui, énormément. Combien de temps allez-vous pouvoir tenir? Je ne sais pas. Nous allons peut-être devoir quitter la maison. Elles vont peut-être nous la prendre parce que nous ne pouvons plus la payer. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Où voulez-vous que j'aille avec mes 2 petites filles? Il n'y a pas que les repas. Il y a tellement d'autres problèmes.
Nous verrons bien. Je suis obligée de vivre au jour le jour. Parce que si je commence à réfléchir, je deviens folle. En Espagne, un enfant sur 4 est sous-alimenté. Dans l'opulente Europe, 43 millions d'êtres humains ont faim. Vitrine de la surabondance, les marchés espagnols regorgent de marchandises. Nous pouvons obtenir n'importe quel fruit ou n'importe quel légume à n'importe quel moment de l'année, n'importe où. Mais veiller à ce qu'en Europe, chacun ait suffisamment à manger, que chacun puisse prétendre à un minimum de dignité semble impossible. Le contraste me donne la nausée. Évidemment, je sais que c'est une aberration de jeter des légumes parce que leur apparence n'est pas parfaite. Mais pour pouvoir récupérer des mandarines moisies, Emilio Pérez a dû se montrer très persuasif. Emilio a raison. Elles sont très bonnes et très sucrées. Des femmes bénévoles comme Anna Abad et Emilio ont mis sur pied un système d'entraide dans le quartier de Rosemary. Elles sont au chômage et savent ce que c'est. Avant, on pouvait tout se payer si on était malin. Avec le chômage et depuis la crise, on manque de tout. Grâce à cette nourriture, nous allons pouvoir aider 400 familles à Malaga. Sans cette aide, les familles ne s'en sortiraient pas? Absolument. Vous allez voir comme elles nous sont reconnaissantes. Une fois par semaine, on distribue des provisions ici. C'est un rendez-vous immanquable pour Rosemary. Celui qui fait la queue a dû vaincre sa fierté. Ce quartier a été construit au temps de la sérénité et de l'optimisme. Ce n'était en aucun cas une zone défavorisée. La misère s'est installée plus tard, lorsque l'aide sociale s'est tarie, conformément aux exigences de la Troïka européenne. Sans ces dons, Rosemary ne sait pas où elle trouverait de quoi nourrir sa famille. Rosemary, ça va te dépanner? Ça va aider ta famille? Oui, bien sûr que ça nous aide. La petite ne peut pas encore manger tout ça, mais bon. Ça ne fait pas beaucoup pour toute une semaine. À vrai dire, non. Lorsqu'ils ont emménagé dans ce nouveau quartier, ils se faisaient du souci pour leur emprunt immobilier. Mais ils ne craignaient pas d'avoir faim en plein cœur du jardin de l'Europe. Jamais je n'oublierai le visage de Rosemary. Toute l'humanité doit se préoccuper de trouver plus de nourriture. Jacques Cousteau a baptisé le golfe de Californie l'aquarium de la planète, tant les espèces y étaient riches et diversifiées. Depuis lors, l'aquarium a été vidé. Nous construisons des machines toujours plus efficaces pour puiser dans la mer de quoi nous nourrir. Mais en fait, nous sommes restés des chasseurs-cueilleurs. Steve Page veut me convaincre de son idée. On ne peut plus continuer avec ce mode de vie qui consiste à sortir en mer, tuer, manger, et puis retourner pêcher. L'ingénieur réinvente la pisciculture. Pas dans d'horribles cages collées au rivage qui souillent les côtes d'excréments et de produits chimiques. Il les installe au large, dans les profondeurs.
Ça peut changer les choses? Ça peut tout changer. Le poisson est la source de protéines la plus facile à produire. C'est un moyen de sauver les océans avant qu'il soit trop tard? C'est un des moyens de sauver les océans. En tout cas, ça peut les soulager pendant un moment. C'est aussi un marché qui rapporte. Effectivement, on va gagner de l'argent. Steve a investi des millions pour démarrer et il a embauché les meilleurs plongeurs de la région. Je n'ai jamais fait de plongée sous-marine. Je n'arrive pas à m'imaginer à 20 mètres de fond et qui plus est, enfermé. Steve a baptisé ces globes métalliques géants des aquapodes. Il les teste à différents endroits de la planète. Ici, avec une espèce de poisson carnassier que les flottes de pêche ont pratiquement fait disparaître en Asie. Si les calculs de Steve s'avèrent exacts, les cages offshore offriront un environnement quasi naturel aux bancs de poissons. Et le tout en pleine mer, là où l'écosystème peut aisément supporter une telle quantité de poissons. Lorenzo est le biologiste marin de l'équipe. Quelles erreurs avons-nous commises pour en arriver là? Avec la surpêche, nous avons décimé de nombreuses espèces. Ce système installé en haute mer nous permet de mieux respecter l'écosystème. C'est la solution à nos problèmes, ou au moins à certains d'entre eux? Je pense que c'est l'avenir. Pour trouver une solution à ces problèmes, il faut pouvoir se projeter dans l'avenir, dans 10, 20 ou 30 ans. Et c'est ce que nous faisons. Enfant, j'ai toujours vécu près d'une ferme. Mais apparemment, j'ai oublié combien d'efforts étaient nécessaires à la production de nourriture. En l'an 2000, la communauté internationale s'était fixée comme objectif de vaincre la faim dans le monde. Il y a bien eu quelques progrès, mais depuis la tendance est à l'arrêt, partout dans le monde. En Inde, plus de 40% des enfants souffrent de malnutrition. Dans le Madhya Pradesh, les chiffres sont encore plus affolants. J'accompagne Sita, une travailleuse sociale qui vient aider les enfants qu'elle peut encore sauver. Je préfère rester en retrait. J'appréhende cette rencontre. Je ne sais pas comment me comporter face à un enfant affamé que la mère a presque abandonné. Cela fait des jours que Chaya ne mange plus rien. Elle n'en a plus la force. Elle ne réagit plus lorsqu'on la touche. Pour une petite fille d'1 an et demi, ses mains sont bien trop petites, tout comme le reste de son corps.
Lali, la maman, ne sait pas quoi faire. Le sujet de notre enquête s'incarne dans le destin de Shaya. Nous promettons de les aider et Lali s'engage à accompagner Shaya dans un centre de nutrition le lendemain, dans la ville voisine. Nous espérons les revoir. L'Inde, ce pays insaisissable. L'économie avance à grands pas, sans prêter attention aux 1,4 million d'enfants qui meurent ici chaque année, presque tous de malnutrition. Le petit centre maternel lutte contre l'adversité avec le peu de moyens dont il dispose. On pèse, on mesure, on apprend aux mères les règles élémentaires de nutrition, quelques recettes toutes simples. Ces jeunes femmes engagées me redonnent espoir pour Shaya. Lali arrive accompagnée d'une amie dont l'enfant souffre également de malnutrition. L'auscultation est sommaire. J'ai du mal à ne pas faire de comparaison avec les cliniques pédiatriques européennes où j'enverrai bien Shaya quelque temps. Le premier remède est si simple que j'ai du mal à le croire. C'est de l'eau sucrée. Un concentré d'énergie qui doit permettre à Shaya de prendre une première cuillerée de bouillie. Ce serait un bon début, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Lali va devoir rester 2 semaines avec Shaya. Cela permettra également à la mère épuisée de faire une pause. Mais pendant ce temps, elle ne pourra pas subvenir aux besoins de sa famille. Nous lui versons une petite aide financière. Le centre ne compte que 12 lits, ce qui est bien insuffisant pour une ville de cette taille. Mais Lali, heureusement, est là, avec toute son incertitude. Je me fais beaucoup de soucis. Qu'est-ce que je peux faire de plus que de la nourrir? J'aimerais tellement les emmener avec moi, au moins jusqu'à Delhi, dans un vrai hôpital. Mais Lali n'en aurait pas la force. Elle a besoin d'aide sur place. La plupart d'entre elles sont analphabètes. Personne ne leur a jamais expliqué comment s'occuper d'un enfant. Elles ne savent pas ce qu'est le planning familial. Elles passent leur journée au champ pour gagner leur vie et n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. C'est pour ces raisons que les enfants sont mal nourris et qu'ils perdent leur force. Nous restons toute la journée en simples observateurs. Et c'est sous mes yeux émerveillés que pour la première fois, Shaya avale une boisson énergisante. Ce traitement, aussi simple soit-il, est efficace, même pour Shaya. Il me vient une phrase de Jean Ziegler. Un enfant qui meurt de faim aujourd'hui est un enfant assassiné. Qu'est-ce que ça nous coûterait de tous les sauver ? Une des grandes erreurs d'appréciation de nos sociétés développées est de s'imaginer que les choses sont immuables. C'est une lourde méprise. Il suffit de faire un tour dans les rues de Détroit pour le comprendre. Je suis venu à Détroit il y a 20 ans de cela et je ne reconnais plus la ville. L'industrie automobile s'est effondrée, plus de la moitié des habitants sont partis. Mais au milieu des ruines, quelque chose de nouveau voit le jour. Quelque chose né d'un besoin primitif. La faim. Mais pas n'importe laquelle. Une faim de nourriture originelle. Au cœur de la ville, là même où les supermarchés ne trouvaient plus de clients,
émergent soudain des initiatives nombreuses et de la verdure au milieu des ruines. Des étudiants font le déplacement pour s'associer à de jeunes gens qui ont toujours vécu là. Et ils se lancent. On est aux États-Unis, on montera donc un business. Toute une génération de jeunes vient s'installer dans le centre-ville après avoir grandi dans les banlieues. Ce qui les attire, c'est un genre de vie différent. Ils veulent s'investir. Et ce concept d'agriculture va permettre de sauver Détroit? C'est une des pistes qui vont permettre de sauver la ville. Lorsque nous avons rencontré ces entrepreneurs pas comme les autres, ils n'avaient déjà plus grand-chose d'un groupe d'étudiants activistes. Ils sont des centaines à travailler là tout au long de l'année et ils produisent des tonnes de salades, de fruits et de légumes. Ils réorganisent des quartiers entiers. Ce que je prenais d'abord pour une initiative plutôt amusante est en fait un projet qui force le respect et fait vraiment bouger les lignes. Nous avons acheté ce bâtiment il y a 2 ans pour $5 000 lors d'une vente aux enchères. Toute la maison pour seulement $5 000? Oui. C'est un immeuble de 6 appartements. Mais il y a énormément de travaux à faire. Et puis il y a cette maison au coin qu'on démonte petit à petit pour réutiliser les matériaux. Elle tombe en ruine de toute façon. Oui. Et vous la démontez? Oui, on utilise les briques pour nos allées et nos bordures. Vous l'avez racheté aussi? En fait, non. C'est la propriété d'une société en Floride. Mais alors comment vous pouvez la démolir? Détroit, c'est comme le Far West. La notion de droit y est très relative. La ville n'a pas suffisamment d'argent pour payer ses policiers. Ils sont souvent contraints de fermer les yeux sur des détails aussi longtemps que l'image d'ensemble reste positive. Personne ne regrette ce quartier fantôme de la ville en faillite. Cela fait trop longtemps que rien de bien ne s'y est passé. De véritables déserts alimentaires où les seuls magasins accessibles sans voiture ressemblent à ça. L'offre est grande, mais sans valeur. On ne trouve que des paquets de calories sans le moindre nutriment. Un choix immense entre la peste et le choléra. Il est grand temps de faire place aux idées nouvelles, et certaines déploient déjà leurs branches. Le jardinage urbain qui préconise l'implantation de potagers au cœur des centres-villes est à la mode, et pas seulement aux États-Unis. Mais ici, évidemment, tout ce phénomène prend des proportions énormes. Les jardins occuperont encore plus d'espace dans l'empire en pleine expansion de John Hans. À coût de centaines de millions de dollars, cet investisseur financier transforme des pans entiers de la ville en terres cultivables. Il arrive que le progrès s'inspire du passé. John Hans rachète des rangées de maisons, des ruines détruites par le feu et des squats sur des kilomètres carrés, le tout pour une bouchée de pain. Dans le fond, il s'inspire de l'idée de Darin et de ses amis, mais à l'échelle d'un gros investisseur, c'est-à-dire avec un avocat, un plan de financement et toutes les garanties qui vont avec. En fin de compte, c'est aux entreprises privées d'entrer en jeu pour redonner de la stabilité à la ville. Et cela se fera par le biais de l'agriculture. Nous allons devoir travailler de très grandes étendues de terre. Même si nous exploitons 40 sections de 2 ou 3 km² chacune, on s'attaquera à peine au problème. On commencera tout juste. Je crois que la superficie de la ville est proche de 200 km². Détroit pourrait facilement contenir 3 ou 4 grandes villes. Le centre-ville et les quartiers tout autour représentent une occasion unique de recréer une certaine qualité de vie, basée entre autres sur la nourriture et l'accès à la nourriture, ce qu'on ne peut faire nulle part ailleurs. Le modèle de Détroit ne sauvera pas le monde.
Mais c'est le premier pas vers un nouveau concept, comme la cuillerée d'eau sucrée, les investissements équitables et les globes géants au fond des océans. En 2050, c'est-à-dire demain, nous devrons nourrir 3 milliards d'êtres humains de plus qu'aujourd'hui. Il faudra le faire mieux et de manière plus équitable. Les choses ne pourront pas rester en l'état. Il nous faudra redéfinir notre rapport à la nourriture, trouver comment la produire et comment la partager. Tous ensemble, avant que ne se déclenche une guerre que tout le monde perdra. Je viens d'un pays riche et vert. L'eau n'a jamais été une denrée rare pour moi, jusqu'à ce que je vois des hommes et des femmes se battre pour en avoir. L'eau est un enjeu crucial dans certains pays. Dans la guerre que la Chine mène contre le désert, M. Ma est officier sur le front. Il commande une unité de défense anti-sable. Il donne ses instructions. Sa troupe se perd dans l'immensité, mais elle va arrêter l'avancée du désert avec de la paille. Chaque coup de bêche forme une griffe qui retient le sable et arrête l'avancée des dunes. Si ce n'est pas fait correctement, je les fais recommencer. Ils doivent faire un carré parfait d'1 mètre de côté. Je l'ai fait moi-même pendant des années. Ce désert est tellement sec que si on ne fait rien pour arrêter le vent et le sable, rien ne pousse, même pas l'herbe. Mais depuis qu'on fait ces damiers en paille et qu'on interdit les moutons, l'herbe pousse. C'est devenu plus hospitalier. Voilà notre contribution. Le désert avance. Il atteint déjà la banlieue de Pékin. L'eau manque dans de nombreux endroits de la planète. Chaque année, le désert conquiert plus de 100 000 km², soit environ 1/5 de la France. La Chine possède seulement 1/12 des ressources en eau douce de la planète pour 1/5 de la population mondiale. Ses réserves d'eau ne cessent de diminuer alors que sa population augmente. Le pays se retrouve pris en étau entre ces deux mouvements antagonistes. 2200 ans après la construction de sa grande muraille, la Chine a besoin d'un nouveau rempart pour ne pas mourir de soif, tout simplement. Pour cela, elle compte une fois de plus sur ses immenses réserves de main-d'œuvre, sur ce nombre incroyable d'hommes et de femmes prêts à mettre la main à la pâte, comme Madame Li. L'eau est vraiment précieuse dans la région. Le désert est très sec. Il n'y a pas de pluie. Mais si on arrive à maîtriser le sable, on pourra peut-être utiliser la nappe phréatique pour irriguer les cultures. Notre village possède une source qui coule toute l'année. C'est pour ça qu'il s'appelle Changliushu. Ça signifie l'eau qui coule tout le temps. Je comprends bien les motivations de Madame Li. Mais comment ne pas sombrer dans le désespoir face à l'immensité de la tâche? Or, jour après jour, les villageois poursuivent leur ouvrage. Ils s'attachent aux réussites. Ils n'ont pas été obligés d'abandonner le village. C'est l'essentiel. Aujourd'hui, Madame Li vient à bout du sable qui envahissait sa cour. C'est déjà un grand progrès.
Elle m'invite à boire le thé chez elle. Je ne parle pas un mot de chinois. Pourtant, je la comprends. L'interprète nous aide pour les détails. Madame Lee est une hôtesse charmante. Elle compte ses feuilles de thé. Ici, tout est précieux. C'était comment ici quand vous êtes arrivé? Quand je me suis mariée et que je suis arrivée ici, c'était un endroit venteux et poussiéreux. Lorsque le vent frappait le mur, ça faisait un bruit atroce et la cour se recouvrait d'une épaisse couche de sable. Mais vous avez remporté la bataille contre le désert. Ça va beaucoup mieux. On a plus d'eau et maintenant elle arrive directement au village. On maîtrise le désert. That's impressive. Un pan de muraille verte pousse près du village. C'est la fierté de Madame Lee et de Monsieur Ma. Protégés par les griffes de paille, les jeunes arbres ont enfin une chance de croître. Ils formeront la grande muraille verte de Chine sur des milliers de kilomètres. Mais il reste encore beaucoup à accomplir. Je roule pendant des heures à travers une contrée désolée. Ici, la terre est recouverte de plastique pour fournir à l'Europe des fruits et des légumes à bas prix. J'en consomme moi-même. Mais je n'imaginais pas une telle laideur. Je ne voyais que le bon côté de la chose. Il faut dire qu'ici, on soigne beaucoup les apparences. La famille Godoy possède la plus grande plantation de poivrons d'Espagne et donc d'Europe. Le toit en plastique absorbe le soleil et protège du vent sec et poussiéreux. Il a fait la fortune des Godoy. Felipe Godoy nous annonce fièrement que ces poivrons remplissent toutes les normes européennes de couleur, forme, goût et teneur en vitamines. La clé de sa réussite, c'est le poivron Red California de Syngenta, le géant mondial des semences. Chaque année, Godoy débourse 600 000 € pour ses graines. Cela ne l'empêche pas de faire de juteux profits. Mais cela risque de ne pas durer, car la province d'Almeria commence à manquer d'eau. On a très peur de manquer d'eau un jour. Ou alors que l'eau coûte 2 ou 3 fois plus cher. Donc l'avenir de votre famille dépend de l'eau. Celui de ma famille et de 80% des familles qui vivent directement ou indirectement de l'agriculture. Les poivrons Godoy contiennent de l'eau qui a été puisée dans une terre espagnole desséchée. Autrement dit, les régions du nord de l'Europe, riches en eau, importent de grandes quantités de légumes gorgés d'eau prélevés sur les réserves des régions méridionales confrontées à la sécheresse. Si l'on ajoute le textile, un pays comme l'Allemagne consomme à lui seul 80 000 milliards de litres d'eau importée. 45 000 milliards de litres pour la France. Avec cela, on pourrait alimenter New Delhi en eau pendant un siècle et demi. Les cultivateurs espagnols s'amusent à reconstituer un jardin d'Éden dans le désert. Nulle part ailleurs au monde, un litre cube d'eau ne rapporte autant. Mais aujourd'hui, l'eau de mer s'infiltre dans les sols asséchés. Almeria touche à ses limites. Delhi m'impressionne à chaque fois, et pas seulement à cause des bruits, des odeurs et de la foule qu'on trouve dans d'autres grandes villes. Non, ce qui me fascine, ce sont des scènes muettes et émouvantes. Des gestes qui révèlent toute la valeur de certaines choses qu'on considérait comme allant de soi. Nous aurons bien besoin d'un peu de la sagesse indienne
Surtout si ça continue comme ça, si nous devons être de plus en plus nombreux à partager les trésors de la Terre. Mais naturellement, l'Inde, c'est aussi la folie au quotidien. Je manque d'entraînement. Je n'ai pas les bons réflexes. Lorsque je m'aperçois enfin que je me suis trompé de train, il est trop tard. Noyé dans la foule, j'ai perdu le contact avec le sol et ma main qui cherchait la barre se contente du premier appui qu'elle rencontre. Les habitants des grandes villes de l'Inde sont endurcis, car dans leur vie, rien n'est jamais garanti. Et surtout pas l'eau. Ici, on fabrique des réservoirs rudimentaires qui fournissent de l'eau à la moitié de Delhi, en lieu et place du système de distribution municipale. C'est assez lucratif. L'entreprise de construction métallique de Shailander Pathak est légale, mais ses clients opèrent souvent dans l'illégalité. À Delhi, la mafia de l'eau se remplit les poches en puisant dans des fleuves pollués ou en creusant des puits illégaux de plus en plus profonds. Résultat, le niveau des nappes phréatiques baisse. Pour 800 millions de personnes dans le monde, dont 7 millions rien qu'à Delhi, le droit à l'eau décrété par l'ONU est une vaste farce. D'après les statistiques, ce quartier est correctement alimenté en eau puisqu'un camion-citerne y passe presque tous les jours. Delhi Sud est loin d'être un bidonville. Ses habitants sont enseignants, fonctionnaires ou employés. Il n'empêche, l'eau est un combat de tous les jours pour eux. À chacun de mes séjours, je m'émerveille de tous les rites ancestraux qui se déroulent sous mes yeux, dans la rue. Mais cette fois, j'apprends que le respect de l'eau ne peut pas se limiter à un rituel. Nous sommes tombés par hasard sur cette cérémonie au bord du fleuve Yamuna, le principal cours d'eau de Delhi. Nous cherchions des images de la pollution. La nature doit se contenter de quelques offrandes et des cendres sacrées en provenance du temple. Eau usée et rejets industriels, les crimes contre le fleuve sont commis ailleurs. L'eau est indestructible, mais nous laissons à nos enfants des fleuves entiers pollués. Ce fils de prêtre a appris à l'école que le Yamuna était très pollué. En Europe, l'écologie politique a commencé comme cela, par une prise de conscience, il n'y a pas si longtemps. Je me souviens qu'enfant, je n'avais pas le droit de me baigner dans le Rhin, même au plus fort de l'été. L'Inde est devenue une puissance industrielle et commerciale en un rien de temps. Mais les équipements n'ont pas suivi. Les canalisations sont rouillées et les eaux usées s'infiltrent dans les sols et les cours d'eau. Cela fait peser une grave menace sur la santé des habitants. Pour moi, le droit à l'eau a un visage, celui de Shaya. Je l'ai rencontré ici la première fois. À bout de force, presque morte de faim. Nous avions trouvé une place pour elle et sa mère dans un centre de protection maternelle et infantile de la ville voisine. Shaya a pu reprendre des forces. Elle est retournée jouer avec les enfants du village. Mais les mauvaises conditions de vie ont fini par avoir raison d'elle. Je n'ai aucune indulgence pour un gouvernement, pour une société qui permet cela, tout en se faisant applaudir dans le monde entier pour ses performances économiques.
L'Inde continue de se développer à grands pas. Il y a toujours de l'eau pour les chantiers de construction. Tant qu'ils durent, les ouvriers ont de l'eau à profusion. Mais dès que les cuisines et les salles de bain sont installées et que les serrures sont posées, l'eau courante redevient un luxe réservé à ceux qui sont de l'autre côté. De nos jours, l'Australie est une destination de rêve pour les touristes européens. C'est le pays des antipodes où l'on se sent comme chez soi. On y mène une vie moderne, au milieu d'une nature qui se défend contre les demandes excessives des grandes villes, à coups de sécheresse et de grands incendies. Ce qui manque le plus cruellement à l'Australie, c'est l'eau potable. Milind Kumar est un ingénieur d'origine indienne. L'eau, c'est son métier. Sa spécialité, c'est le dessalement de l'eau de mer. C'est le remède le plus coûteux contre la sécheresse. Mais ce sera peut-être bientôt aussi le seul. Si les océans pouvaient devenir une source d'eau potable, plus personne ne craindrait les sécheresses. En 2050, 2/3 de la population mondiale vivra au bord des océans. Mais les usines de dessalement consomment d'énormes quantités d'énergie et donc de ressources, et donc d'argent. L'eau qui en sort affiche enfin un prix qui correspond à sa vraie valeur. Si on rassemblait toute l'eau des océans, des cours d'eau et des glaciers du monde, ça ne remplirait qu'une petite bille dans l'univers. Vous pensez que la comparaison est exagérée? Eh bien non, elle est correcte. La bille contient les océans Atlantique et Pacifique, les nuages, les nappes phréatiques, bref, toute l'eau du monde. L'eau douce ne représente que 3% de toute cette eau. Elle est aussi précieuse qu'un diamant. En matière d'eau, l'argent ne compte pas. L'Australie est pressée. Elle ne peut pas alimenter une grande ville avec de l'eau en bouteille. On avait des réserves pour 3 mois. Ensuite, il aurait fallu distribuer des bouteilles d'eau à toute la population du sud de l'Australie. Même si on avait couvert les besoins en eau, les grandes entreprises n'auraient plus eu confiance et elles auraient quitté l'Australie. Ça aurait posé d'autres problèmes. Je n'ai pas compris d'emblée à quel point Milind Kumar prenait son métier à cœur. Enfant, il a failli mourir à cause de la pollution de l'eau en Inde. Une fois rétabli, il s'est mis à lire tout ce qu'il trouvait sur le sujet. Aujourd'hui, c'est un spécialiste mondial de l'eau. L'Australie et la plupart des pays occidentaux considèrent qu'avoir de l'eau potable, cela va de soi. Mais quand on sait que plus de 3 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable, on change de regard. La sécheresse nous force à voir les choses autrement. L'eau est précieuse. Il ne faut pas s'arrêter à sa valeur actuelle. Il faut voir ce qu'elle représente pour la planète, pour tous les êtres vivants, pour les générations futures. L'Australie pourrait devenir pionnière dans le dessalement de l'eau de mer. L'énergie solaire ne paraissait-elle pas hors de prix autrefois ? Inutile d'expliquer la valeur de l'eau à Iba et à sa famille. Toute leur vie tourne autour de cela. J'ai guetté l'arrivée d'Abou Nahar, le père d'Iba, sur la route. Heureusement, il avait été prévenu de notre visite, sinon ça l'aurait inquiété. Chaque fois qu'il va à la source, il doit jouer au chat et à la souris avec les soldats israéliens qui ont toute autorité en Cisjordanie. L'enjeu, c'est la survie de sa famille.
Je suis le bienvenu chez Abou Nahar, mais dans ses réponses à mes questions, perce toute la colère qu'il a accumulée du fait des humiliations. Ils contrôlent l'eau, la terre et toute notre vallée, même les arbres et les animaux. Quand ils nous surprennent à une source non autorisée, ils nous confisquent tout. Les chèvres, les ânes, les chameaux, les chevaux, les vaches. Pour les récupérer, on doit payer une amende. On dirait une rançon pour des otages. C'est 2000 shekels ou 10 000, selon leur humeur. Mais avec quel argent veulent-ils qu'on paye? Ils ne veulent pas nous donner d'eau, ils ne veulent pas nous en vendre, ils ne veulent pas qu'on en ait, ils veulent nous chasser. Abou Nahar est nomade. Le village palestinien de Fasayel le tolère sur son terrain. Mais sans eau, la terre ne vaut quasiment rien. À Abou de se débrouiller pour en trouver. L'armée israélienne a déjà détruit plusieurs fois son potager pour qu'Abou décampe, qu'il aille ailleurs, n'importe où. Le vieux cactus a tenu bon, comme Abou, qui a gravé à chaque fois la date de la destruction avant de repartir de zéro. Tout était détruit? Tout. Mon Dieu. Et à chaque fois, vous avez recommencé. Israël ne peut pas tenir sans l'eau du Jourdain. Au lac de Tibériade, l'État hébreu pompe près de la moitié du fleuve pour approvisionner ses villes. Mais ce n'est qu'un début. Les seules nappes phréatiques de la région se trouvent sous le sable et la roche des territoires occupés. Le conflit israélo-palestinien, la guerre en Syrie et en Irak, la marche des milices terroristes le long de l'Euphrate et du Tigre, tous ces conflits tournent autour de l'eau. Les champs du clan d'Ali et Bayar s'étendaient ici. Rien à voir avec les plantations de palmiers dattiers israéliens, mais c'était à eux. La bataille silencieuse pour l'eau dure depuis qu'Israël a envahi la Cisjordanie il y a près de 50 ans. Au final, les Palestiniens sont toujours perdants. Ce petit robinet est censé suffire pour tout le village. Sans eau, personne ne peut vivre. Autrefois, quand on avait de l'eau, on cultivait la terre. Maintenant, on n'en a même pas assez pour boire. Ali et Bayar est le doyen du village. Mais il n'a absolument aucun pouvoir tant qu'Israël contrôle l'eau. Drôle d'ambiance au village. Nous sommes en milieu de semaine, tous les hommes sont partis. Ils travaillent chez les Israéliens pour la plupart. Ali et Bayar profitent de notre visite pour en appeler à l'Europe. Peu lui importe que les colons israéliens aient fait fleurir le désert et qu'ils fournissent des emplois aux Palestiniens. On vivait ici avant les colons. Ils n'étaient pas là autrefois. Cette terre était un désert. On a fait des plantations. Quand les Israéliens ont pris la terre, ils ont construit les colonies et ils ont planté des arbres. Mais cette terre est à nous. Ali tient à me montrer 2 maisons inachevées au bout du village. Elles étaient destinées à ses fils pour qu'ils fondent une famille. Tout le clan s'était cotisé pour les construire. Encore un projet avorté. Regardez les papiers envoyés par les Israéliens. Un pour chaque maison. Ils veulent les détruire. Ils vont envoyer la police et l'armée. Que se passe-t-il quand des enfants voient leurs parents se battre pour tout dans la vie, même pour l'eau, et ce, dès leur plus jeune âge? Nous découvrons pourquoi Ali ne voulait pas nous accompagner à la source traditionnelle de son village. Des colons célèbrent le jour de l'indépendance d'Israël. Nous leur demandons s'il y a assez d'eau pour tous. Nous croyons en Dieu. Il pourvoit à nos besoins
Il donne à chacun l'eau dont il a besoin. Je peux aller prendre de l'eau, mais eux aussi, ils peuvent y aller. Quand la religion s'allie au droit du plus fort, les choses paraissent très simples. Les nomades de Cisjordanie sont censés aller en Jordanie. Sauf que là-bas non plus, on ne veut pas d'eux. En Terre Sainte, l'eau est un levier puissant dans la lutte pour la suprématie. Le soir, après nous avoir dit au revoir, Ali et Bayard dirigent son vieux tracteur vers la source à travers la campagne. Les colons ont dû partir. Inch'Allah, si Dieu veut. De plus en plus souvent, le dragon jaune enserre Pékin. C'est le surnom donné aux tempêtes de sable. Le désert rappelle aux Pékinois qu'il est tout près maintenant. Devant ces images, je sens le sable crisser entre mes dents. Néanmoins, elles échouent à montrer la gravité de la situation. Pékin compte moins d'eau par habitant que certaines régions du Proche-Orient. Ce sujet est longtemps resté tabou en Chine. Mais le parti ne peut plus empêcher le débat public. Même ses experts finissent par abandonner la langue de bois pour parler de l'eau. Nous rencontrons Jiang Wenlai, membre de l'Académie chinoise des sciences, dans son salon de thé préféré. Il y a une pression énorme sur les ressources en eau, du fait de la croissance démographique et du développement économique. En plus, le climat de Pékin est en train de changer. Les précipitations diminuent. Tous ces facteurs se conjuguent. Prenez cette tasse. Disons que c'est la quantité d'eau dont Pékin a besoin durablement. Eh bien, aujourd'hui, la quantité disponible, c'est seulement ça. Selon les estimations officielles, les nappes phréatiques de Pékin seront épuisées dans 20 ans. Le parti a trouvé une solution digne de Mao, construire une grande dérivation sud-nord. Nous n'avons pas tellement vu ces images en Occident. C'est le projet d'adduction d'eau du sud au nord, le plus grand projet de construction hydraulique de toute l'histoire du monde. Le canal de Suez et celui du Panama, le barrage d'Assouan et même le barrage chinois des Trois Gorges ne sont rien à côté de cet immense fleuve artificiel. Shen Fengcheng travaille sur ce projet depuis le début. Il a contribué à cette prouesse technique sans précédent. Une caractéristique de ce projet, c'est son ampleur. Le canal qu'on a percé est relié à plus de 700 cours d'eau. On l'a surélevé pour qu'il ne croise pas directement les autres cours d'eau. C'est un ouvrage extrêmement complexe qui a nécessité énormément de travail. Tout a commencé il y a plus de 50 ans. C'est Mao qui a eu l'idée de mettre à contribution le sud de la Chine, qui détient 80% des réserves en eau du pays, pour irriguer le nord, pauvre en eau, où se concentrent les hommes et les industries. Aujourd'hui, la déviation est quasiment terminée. La puissance de notre nation nous a permis de réaliser ce grand projet. Les études préliminaires faites au cours des 50 ou 60 dernières années ont constitué une bonne base. La vérité, c'est que le vieux projet de Mao n'a été assorti d'aucune étude moderne d'incidence environnementale et qu'à peine inauguré, le canal ne suffit déjà plus à assurer l'approvisionnement en eau de la capitale chinoise en plein essor. Lab Singh est agriculteur dans le Pendjab, en Inde. Il a ses propres soucis avec l'eau. L'irrigation était l'un des piliers de la révolution verte qui a fait sa fortune et qui a permis l'autosuffisance alimentaire du pays.
Toute notre agriculture, on la doit à la Révolution verte. Sans elle, comment est-ce qu'on pourrait s'alimenter? On n'aurait rien à manger et rien pour nourrir les bêtes. On n'aurait rien du tout. Le deuxième pilier de la Révolution verte, c'était les pesticides. On a commis des erreurs épouvantables avec ces substances polluantes, surtout en Inde. Mais les rendements agricoles se sont envolés et l'Apsing a pu vendre ses choux-fleurs au marché. Aujourd'hui, le joyeux chapitre de la Révolution verte se referme. Voilà 50 ans que l'Inde exploite ses nappes phréatiques sans penser au lendemain et leur niveau est au plus bas. Les autorités coupent l'électricité pour arrêter les pompes, mais celle de l'Apsing tourne encore. Je ne m'approcherai pas de son système électrique, mais il fonctionne, entraîné par un tracteur. L'expression « ruse de paysan » a sûrement un équivalent en Inde, même si je l'ignore. Le programme d'économie d'eau tourne à vide. Cela peut paraître drôle, mais c'est grave. On ne peut pas continuer ainsi. On aurait bien besoin d'un peu de discernement, mais c'est une denrée encore plus rare que l'eau. L'Apsing nous a parlé des vétérans de la Révolution verte qui se retrouvent au marché au riz. À ma demande, il aborde avec eux le sujet de la pénurie d'eau. Les esprits s'enflamment aussitôt. Ils disent que ce n'est certainement pas leur faute. Ils n'ont pas besoin de grand-chose. D'ailleurs, l'euro retourne immédiatement dans le sol. L'un d'eux fait remarquer que les agriculteurs sont les principaux consommateurs d'eau. Les autres réagissent au quart de tour. Ce sont les usines qui polluent le plus et qui gaspillent le plus d'eau. Les agriculteurs ne puisent dans les nappes phréatiques que 6 ou 8 semaines par an. Les usines, elles, pompent de l'eau tous les jours de l'année, même la nuit. Mais tous sont d'accord pour dire que les rendements baissent et que la population augmente. Elle a besoin d'une nouvelle révolution verte, d'urgence. La première ne marche déjà plus. Pour l'Apsing, la baisse des rendements est palpable. Mais tant qu'il vivra, il continuera comme il l'a toujours fait. La faim peut prendre le visage d'une tête de mule. Depuis l'Europe, la route la plus rapide pour Shenzhen, le grand pôle technologique chinois, passe par Hong Kong, l'ancienne colonie britannique. Les chercheurs de l'Institut de génétique BGI forment une élite incroyablement jeune qui jette les bases de la prochaine révolution verte. La première était le produit de la société industrielle. La deuxième sera la fille de la société de l'information. Elle repose sur le séquençage de l'ADN du vivant. Quand l'équipe de Zheng Yongzhang a installé des laboratoires dans une ancienne usine de chaussures et s'est mise à fournir d'énormes quantités de données du jour au lendemain, les généticiens européens et américains se sont moqués d'elle et ont dénoncé une approche privilégiant la quantité plutôt que la qualité. Aujourd'hui, plus personne ne rit. On cherche à nourrir la planète. Et BGI pourrait apporter une contribution importante. Nous allons bientôt terminer le séquençage de toutes les grandes cultures du monde, comme le riz, le maïs, le blé, le soja, etc.
BGI ne m'inspire pas confiance. Entre autres choses, l'Institut recherche d'éventuels gènes responsables de l'intelligence humaine. Le fantôme de Frankenstein plane sur ces lieux. Mais la recherche sur les plantes, c'est différent. Nous ne devrions peut-être pas fermer la porte à de nouvelles variétés capables de meilleurs rendements avec moins de pesticides et moins d'eau. Officiellement, BGI ne manipule pas les gènes de plantes consommées par l'homme. Il ne fait que recueillir des données pour permettre des croisements. Mais la tentation doit être grande dans un pays où l'eau vient à manquer pour les rizières. En tant que chercheur chinois, j'ai toujours en tête qu'il faut arriver à nourrir la population. Pourquoi ne le faites-vous pas en sélectionnant les plantes comme la Chine le fait depuis des millénaires? Parce qu'on manque de temps. On a besoin des nouvelles technologies pour aller plus vite. Néanmoins, même en Chine, la science se heurte à des limites. Zheng Yongzhang m'assure que BGI n'ose pas mettre au point un riz génétiquement modifié. L'opinion publique chinoise est trop réticente. Je pensais qu'en Chine, l'État pouvait imposer à la population de manger du riz modifié génétiquement. Non, aucun dignitaire ne peut imposer ça. Ça lui causerait trop d'ennuis. Ça ne marche pas comme ça. Personne n'a le pouvoir ou l'autorité pour faire cela. J'ai du mal à le croire. Rien ne doit autant effrayer le puissant parti communiste chinois qu'une famine. Dès que le riz génétiquement modifié sera autorisé, BGI sera sur la ligne de départ et aura même de l'avance. La conquête de la Californie, de l'autre côté des grands déserts américains, est l'un des mythes fondateurs des États-Unis. Il a fallu beaucoup de volonté pour accomplir ici l'impossible. L'impossible et l'absurde. Personne n'aurait jamais dû construire de ville sur une faille géologique, qui plus est dans un désert. Mais c'est fait. Et aujourd'hui, Los Angeles est une mégapole. Pour survivre, elle s'accapare l'eau des autres. C'est comme ça depuis sa fondation. Ken Ambrose pilote des hélicoptères sur ses heures de loisirs. Il travaille comme pilote d'avion de recherche pour la NASA. Au moment où la lutte pour l'allocation des ressources en eau se durcit, il s'inquiète pour l'avenir de ses voisins qui sont de petits agriculteurs. Les autres sont-ils cupides? Non, on ne peut pas dire cela, mais ils craignent pour leur survie. D'un point de vue statistique, les grandes exploitations agricoles du Sud devraient avoir un excédent d'eau. Malheureusement, elles viennent de connaître 3 années consécutives de sécheresse. Comment une région comme la Californie, avec une si longue tradition agricole, peut être menacée de perdre ses ressources en eau au profit des villes et des grandes exploitations du Sud? Regardez, la densité de population est très faible par ici. Les électeurs sont dans le Sud et le pouvoir politique aussi. La vallée centrale s'étend derrière la chaîne de montagnes côtières du Pacifique. C'est là que se trouvent les terres les plus productives des États-Unis. Tout ce qui manque à cette vallée aride, c'est de l'eau. On la fait venir par un vaste réseau de canaux et de barrages. Mais le réseau n'est pas conçu pour faire face à plusieurs années de sécheresse. La dernière fois que je suis venu, cet endroit était encore sous l'eau. Les villes, les usines et les grandes exploitations agricoles puisent dans les dernières réserves. Les cultures de la région comptent parmi les plus rentables au monde. Mais elles ont été arrachées au désert. Certains s'en souviennent seulement maintenant. Ray Hernandez cultive des amandes. Il manœuvre son camion à travers la zone de chargement de son exploitation agricole
qui est l'une des plus grandes au monde. Ray va devoir prendre des décisions difficiles cette année. L'une d'elles donnera du travail à l'homme qui arrache les arbres avec une machine-outil monstrueuse. Ray dirige l'exploitation avec Jason Jasper. Ils sont la 3e génération à faire de l'amande ici. Mais ils pourraient bien être la dernière. L'eau dont ils ont besoin leur passe sous le nez et poursuit en direction de Los Angeles. Vous me dites que vous manquez d'eau, mais il y en a plein ici. Ray ne s'offusque pas de ma plaisanterie. Cette eau appartient à la ville de Los Angeles. D'après lui, la sécheresse est politique, organisée par l'homme. Je croyais que c'était le bon Dieu qui faisait la pluie et le beau temps, pas les hommes. C'est vrai, il y a de l'eau. Mais ce sont les autorités qui décident où elle va. Et qui remporte le gros lot? Les agriculteurs ne sont pas forcément prioritaires. Qui est en haut de la liste? Les villes. Cela fait des années qu'elles s'accaparent l'eau. Comment s'y prennent-elles? Elles achètent des concessions. Elles ont plus d'argent que vous? Exactement. Sans eau, les arbres ne valent rien. Ils ne font qu'attirer la vermine. L'entreprise d'Alan Thompson n'a jamais aussi bien marché. Il y a des vergers entiers à broyer. Les arbres de Californie donnaient 90% des amandes vendues dans le monde. Les exploitations faisaient de gros bénéfices. Mais sans eau, elles courent à la faillite. Les cultivateurs arrachent les arbres au lieu de les laisser sur pied. Pourquoi? Quand on n'a pas assez d'eau pour tous ces vergers, on choisit ceux qu'on veut garder et on arrache les autres. Pour vous, cette sécheresse est plutôt une bonne chose? À court terme, peut-être. Mais à long terme, on sape notre activité. Cela fait de la peine à voir, tous ces arbres arrachés. Je ne suis pourtant qu'un simple visiteur. Pour Ray, c'est l'œuvre de sa vie qui part ainsi dans le broyeur. Cet arbre est mort, le fruit est tout sec. Ça aurait pu donner une belle amande, mais l'intérieur est vide. C'est pareil dans toute la Californie. Les autorités ne donnent plus une seule goutte d'eau à la région. Combien de temps pouvez-vous tenir avant de faire faillite? Si on a une nouvelle année de sécheresse, on perdra encore plus d'arbres. Mais si on en a encore 2, on les perdra peut-être tous. L'agriculture hautement productive a toujours fait partie du rêve californien. Bien sûr, le monde peut se passer d'amandes. Mais ces arbres féconds transformés en petits bois en quelques secondes ont fait froid dans le dos. Rien n'est acquis. Ni les cultures, ni la ville de rêve surgit du désert au bord de l'océan Pacifique. Sans eau, rien n'est possible. Il est grand temps de reconnaître la valeur inestimable de ce trésor qui fait de la Terre la planète bleue avant qu'il ne soit trop tard. Madame Lee ne pourra pas résoudre le problème toute seule. Mais nous vivons à un âge de renouveau. Nous sommes allés sur la Lune. Depuis longtemps déjà, nous avons pris conscience que la Terre était précieuse. Nous serons sûrement capables de prendre soin de notre eau.